Український центр оцінювання якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання з французької мови. Для перевірки якості відтворення аудіозапису прослухайте фрагмент тексту іноземною мовою. Paris, c'est la ville la plus touristique du monde. Mais à Paris, il y a aussi des gens qui vivent depuis leur naissance, pour qui leur quartier est un village, et qui sortent, qui travaillent, qui se déplacent, qui rencontrent des amis, et ne se soucient pas du tout de ce qu'il faut visiter ou ce qu'il ne faut pas manquer lorsqu'on est là seulement pour quelques jours. Le Parisien, lui, a l'impression qu'il a toute la vie devant lui pour visiter les monuments. Ce qui fait que beaucoup de Parisiens, finalement, ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel, ni à l'Arc de Triomphe, et parfois n'ont même pas visité le musée du Louvre. Cela semble absolument incroyable pour les visiteurs, mais c'est pourtant une réalité. Перевірку якості відтворення аудіозапису завершено. Partie compréhension orale. Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français dans les situations de la vie quotidienne, telles qu'on peut l'entendre dans un pays francophone. Consigne générale. Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention, vous allez entendre les documents de 1 à 11 une seule fois et le document 12 deux fois. Nous commençons. Lisez la question et les choix de réponse. Écoutez le document sonore. Choisissez la bonne réponse. A, B, C ou D. Et cochez une case sur la feuille de réponse. Lisez la question numéro 1 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 1 et choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, une baguette comme d'habitude? Bonjour monsieur, oui, une baguette s'il vous plaît. Voilà, autre chose? Des croissants pour le petit déjeuner? Oui, peut-être. Vous avez des croissants au chocolat? Non, il n'y a que des croissants au beurre. Vous en prenez? Non merci, ce sera tout. Au revoir. Lisez la question numéro 2 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 2 et choisissez la bonne réponse. J'ai eu une discussion avec ma copine sur Liseuse. C'est une petite tablette à la taille d'un livre de poche qui assure un confort de lecture proche de celui d'un livre. Moi, j'ai toujours un problème de fatigue visuelle car je passe beaucoup de temps sur l'écran. Donc, je n'ai pas envie de m'y retrouver de nouveau. Alors, j'avoue honnêtement ma fidélité aux livres papier, même s'ils sont lourds à tenir en lisant, mais j'aime vraiment cet objet, la sensation de tourner les pages et ce moment où j'arrive à déconnecter les écrans. Donc, liseuse contre livre papier, pour moi, le choix est fait. Lisez la question numéro 3 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 3 et choisissez la bonne réponse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Les Halles, le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne.
ainsi que sur les lignes numéros 1, 7, 11 et 14. Nous vous invitons à utiliser des autres transports publics. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Lisez la question numéro 4 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 4 et choisissez la bonne réponse. Babel Magazine vous parlera aujourd'hui des applications éducatives pour apprendre des langues, parfois utilisées comme alternative au mode d'éducation traditionnel. Pourquoi? Parce que pour un débutant, rien de plus facile que d'entrer en matière grâce à un petit appareil qu'il porte toujours sur lui. Mais méfiez-vous des applis interactives qui se présentent comme la solution miracle. Une langue, c'est une porte ouverte à diverses sources d'informations et à diverses personnes. Vous limiteriez-vous à un seul médium dans votre langue maternelle? Certainement pas. Alors on encourage l'utilisation d'une application comme une partie de l'apprentissage et non pas comme le tout. Tirez le meilleur parti d'une appli. Lisez la question numéro 5 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 5 et choisissez la bonne réponse. Bonjour Madame Blanc, enchanté de vous connaître. C'est un grand plaisir pour moi, monsieur le comte. Alors, je représente une des plus grandes compagnies opérant sur le marché Coca-Cola et on a besoin de vous pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. On est l'une des sociétés de marketing les plus sérieuses pour les études de marché, donc on est à votre disposition. Le résultat du sondage sur 10 000 personnes interviewées doit être finalisé dans une semaine. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Lisez la question numéro 6 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 6 et choisissez la bonne réponse. Bonjour, c'est Jacques Leblanc, gestionnaire de l'art de table. Votre commande est en train de se préparer. Pourtant, il faudrait venir observer et préciser quelques détails plus vite. Mais je ne peux pas vous recevoir cet après-midi comme prévu. Je vous propose donc de téléphoner ou de m'envoyer un message pour fixer un nouveau rendez-vous pour demain. Lisez la question numéro 7 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 7 et choisissez la bonne réponse. Cabinet du docteur Lefort, c'est Madame Jobert à l'appareil. Bonjour madame. Est-ce que je pourrais prendre un rendez-vous avec le médecin? C'est pour ma fille, Marie-Edwige. Elle ne va pas bien du tout. Bien sûr madame. Quand est-ce que vous voulez venir? Demain matin, si c'est possible. Oui, c'est possible. 8h30, ça vous va? 8h30,
Oui, ça va. Merci bien, monsieur. À demain. Lisez la question numéro 8 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 8 et choisissez la bonne réponse. Allô? C'est Madame Dubois. Je viens de rentrer chez moi et j'ai ouvert le colis contenant l'aspirateur que vous m'avez vendu cet après-midi. Je suis un peu surprise, mais je ne trouve pas à l'intérieur du colis la brosse spéciale pour nettoyer les rideaux. Pourtant, je me rappelle parfaitement que votre vendeur me montrait cet outil. Bref, en tout cas, il faut que je revienne vous voir. Je sais que votre magasin n'est pas ouvert ce week-end, mais je passerai lundi matin. Lisez la question numéro 9 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 9 et choisissez la bonne réponse. Le piment commun compte 25 espèces, dont 5 ont été domestiquées et diversifiées en nombreuses variétés, près de 140, par les peuples amérindiens. Né apparemment en Amérique latine, peut-être en Bolivie, il était cultivé dès 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est Christophe Colomb qui les ramène en Europe dès son premier voyage en 1493. C'est d'ailleurs pour cela qu'on le nomme poivron, car Christophe Colomb, qui se croyait aux Indes, prit ces petites baies piquantes pour des graines de poivre rouge. Le piment est un fruit charnu et creux. Lorsqu'il est petit, de forme pointue, et que sa saveur est plus ou moins brûlante, on l'appelle piment. Lorsque le fruit est gros et que sa saveur est plus douce, on l'appelle poivron. Lisez la question numéro 10 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 10 et choisissez la bonne réponse. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien, je suis contente de te voir. Tu as du temps là? Oui, je ne travaille pas aujourd'hui. Tu veux aller boire un café? Avec plaisir. Il y a un café très sympa un peu plus loin. Viens. Lisez la question numéro 11 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 11 et choisissez la bonne réponse. Natacha, quand as-tu commencé à chanter? Ma meilleure amie faisait du judo. Elle était toujours partie en compétition un peu partout. Mon frère était inscrit au hockey. Et de mon côté, je n'avais pas vraiment de sport qui m'intéressait. Mon professeur de musique m'a alors proposé de jouer d'un instrument. Et je me suis retrouvée au xylophone. Après, j'ai pris des cours de chant classique et de piano.
Lisez les questions du numéro 12 au numéro 16 et les choix de réponse. Écoutez le document numéro 12 la première fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour, aujourd'hui notre invitée est Aurélie Vaeg, sociologue. Et notre sujet est à chaque âge son argent de poche. Donc Aurélie, comment l'argent de poche est-il vu par les Français? Si parler argent, dire combien l'on gagne ou combien on a payé sa maison reste encore difficile en France. La question de l'argent de poche n'est, elle, pas taboue. Au contraire, elle occupe une bonne place dans les conversations familiales. C'est une marge de liberté que les parents accordent à l'enfant et qui s'inscrit dans un projet plus global. Faut-il donner de l'argent de poche? Il n'existe pas de conduite standard et l'argent de poche n'est pas en dû. Un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes désirs ni les mêmes besoins qu'un adolescent. Il est très important que l'enfant prenne conscience que l'argent se gagne. Il faut le dire très tôt, quel que soit le milieu. Apprendre aux enfants à gérer leur budget est d'ailleurs la première raison pour laquelle les parents donnent de l'argent de poche, selon le sondage CSA Crédit Agricole. À partir de quel âge? L'argent est abstrait chez les jeunes enfants. À 6 ans, ils n'en ont pas encore de représentation correcte. Inutile donc de commencer très tôt. Ce n'est qu'à la fin de cours préparatoires, quand l'enfant est capable de compter, que l'on peut commencer à verser de l'argent de poche. Des petites sommes en rapport avec ses besoins. Cet argent est normalement réservé à des choses en plus, qui ne sont pas liées aux résultats scolaires ou à un bon comportement. En France, le premier versement se situe en moyenne à 9 ans. À quel moment donner une carte bancaire? Ce n'est que vers 12-13 ans, quand ils commencent à faire de la géométrie, de l'algèbre, que les jeunes entrent dans la pensée abstraite et peuvent avoir une carte bancaire. Ils gagnent en autonomie et commencent à faire des économies en vue d'un projet. En parler, accompagner ce passage, tenir un livre de compte, apprendre à faire un prévisionnel peut les aider dans ce mouvement. Et après 15 ans? À partir du lycée, on passe de la notion d'argent de poche à celle de budget. Les parents apprennent à leurs enfants à gérer ses projets et son budget. C'est aussi souvent l'âge où ils commencent à chercher des revenus complémentaires. À partir de 16 ans, il faut les pousser à faire de petits boulots, cela les responsabilise. Les parents qui subviennent à tout les infantilisent ou les gardent en situation de dépendance.
Écoutez le document numéro 12 une deuxième fois et choisissez les bonnes réponses. Bonjour, aujourd'hui notre invitée est Aurélie Vaeg, sociologue. Et notre sujet est à chaque âge son argent de poche. Donc Aurélie, comment l'argent de poche est-il vu par les Français? Si parler argent, dire combien l'on gagne ou combien on a payé sa maison reste encore difficile en France. La question de l'argent de poche n'est, elle, pas taboue. Au contraire, elle occupe une bonne place dans les conversations familiales. C'est une marge de liberté que les parents accordent à l'enfant et qui s'inscrit dans un projet plus global. Faut-il donner de l'argent de poche? Il n'existe pas de conduite standard et l'argent de poche n'est pas en dû. Un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes désirs ni les mêmes besoins qu'un adolescent. Il est très important que l'enfant prenne conscience que l'argent se gagne. Il faut le dire très tôt, quel que soit le milieu. Apprendre aux enfants à gérer leur budget est d'ailleurs la première raison pour laquelle les parents donnent de l'argent de poche, selon le sondage CSA Crédit Agricole. À partir de quel âge? L'argent est abstrait chez les jeunes enfants. À 6 ans, ils n'en ont pas encore de représentation correcte. Inutile donc de commencer très tôt. Ce n'est qu'à la fin de cours préparatoires, quand l'enfant est capable de compter, que l'on peut commencer à verser de l'argent de poche. Des petites sommes en rapport avec ses besoins. Cet argent est normalement réservé à des choses en plus, qui ne sont pas liées aux résultats scolaires ou à un bon comportement. En France, le premier versement se situe en moyenne à 9 ans. À quel moment donner une carte bancaire? Ce n'est que vers 12-13 ans, quand ils commencent à faire de la géométrie, de l'algèbre, que les jeunes entrent dans la pensée abstraite et peuvent avoir une carte bancaire. Ils gagnent en autonomie et commencent à faire des économies en vue d'un projet. En parler, accompagner ce passage, tenir un livre de compte, apprendre à faire un prévisionnel peut les aider dans ce mouvement. Et après 15 ans? À partir du lycée, on passe de la notion d'argent de poche à celle de budget. Les parents apprennent à leurs enfants à gérer ses projets et son budget. C'est aussi souvent l'âge où ils commencent à chercher des revenus complémentaires. À partir de 16 ans, il faut les pousser à faire de petits boulots, cela les responsabilise. Les parents qui subviennent à tout les infantilisent ou les gardent en situation de dépendance. Vous avez 6 minutes pour marquer vos réponses sur la feuille de réponse. Soyez très attentifs.
La partie du test compréhension orale est terminée. Répondez maintenant aux questions de la partie suivante. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.